Salutations chers disciples d'Avan et bienvenue dans notre 61e review consacrée à l'anime Dai-no Daiboken. Cet épisode intitulé Avan le héros a été diffusé le 11 décembre 2021. Il nous conte la jeunesse du maître et de la reine Flora 15 ans auparavant, et leur première rencontre avec le roi du mal Adlar. Il adapte un chapitre spécial du manga qui se concentre entièrement sur le personnage d'Avan. Il est sorti pour la première fois dans une édition spéciale du Shonen Jump du 27 novembre 1991. 2 jours auparavant, le 49e numéro de cette même année nous dévoilait le début de la transformation de Baran en draconien. Le suspense était insoutenable. Son incorporation dans les tomes reliés a été réalisée presque un an plus tard, à savoir lors de la sortie du volume 13 le 9 novembre 1992. Ainsi, nous avions pu découvrir ce chapitre hors série lors du tournoi de Romos, peu après l'introduction du personnage de Zamza. Un des éléments les plus intéressants de ce chapitre est bien entendu l'introduction du personnage de la reine Flora lorsqu'elle était encore une adolescente. Les lecteurs connaissaient donc déjà la jeune femme quand elle apparaissait pour prêter main forte à l'équipe plus tard dans l'aventure. Dans cette adaptation crue 2020, c'est tout le contraire. Flora nous est d'abord introduite dans la trame principale, pour ensuite nous révéler des éléments sur sa jeunesse à travers cet épisode spécial. Cela change donc en profondeur l'approche autour du personnage, et nous serions curieux de connaître votre préférence en termes de narration. Bonjour, ici la voix du staff. L'épisode de cette semaine a été réalisé par le vétéran Hiroyuki Kakudo, l'homme qui sait économiser l'animation. Comme à son habitude, il nous propose un rendu assez fixe pour économiser du temps de production afin de respecter les plannings de la série. La direction de l'animation est assurée par l'excellent Tatsuko Kawamura qui en est à sa 9e participation. Elle était déjà à ce poste sur le tout premier épisode, et elle maîtrise très bien le style global de la série. Le tout est supervisé par Hisashi Kagawa qui affine le rendu afin de le rendre homogène. Bon, il est temps d'analyser ce 61e épisode qui, malgré quelques faiblesses d'animation, propose un rendu plutôt propre et une idée géniale totalement inédite au manga. Allez, je m'envole! L'épisode débute tandis qu'une voix off nous lit un parchemin, comme pour nous conter une vieille légende. Nous voilà de retour 15 ans en arrière lors de la grande guerre opposant Adlar et le genre humain. Les traits du roi du mal et de ses monstres sont cachés au maximum, probablement pour les rendre plus menaçants et mystérieux, alors que dans le manga on pouvait bien voir leur apparence, en particulier le sourire machiavélique d'Adlar. A l'époque, seul le royaume de Karl résista avec bravoure à l'invasion, avec à sa tête le père de Mam, dénommé Roka. Dans les planches de base, ce valeureux chevalier n'apparaissait pas à ce moment-là, et les forces armées étaient moins personnifiées. L'épisode reprend alors à l'identique un des passages que nous avions vus durant l'épisode 59, avec la reine Flora galvanisant ses troupes. Ce type de pratique est assez feignante, mais pratique pour l'équipe de production, qui nous permet de rapidement comprendre que l'épisode ne sera pas une vitrine technique. Nous sommes ainsi accompagnés par de multiples plans fixes qui nous permettront notamment de profiter de la dentition de Roka à de nombreuses reprises. Alors que les chevaliers ont été réunis autour de la princesse, seul Avan est aux abonnés absents. Dans le manga, c'est à ce moment-là que Roka a été introduit au lecteur, et il semblait vraiment furieux par le comportement de son subalterne. Roka, le père de Mam, est incarné par Kenta Miyake, qui est également connu pour incarner le personnage de Dohko dans Senseiya The Lost Canvas, All Might dans My Hero Academia, ou bien encore Muhammad Avdol dans la 3e partie de JoJo's Bizarre Adventure, Stardust Crusader. Son timbre de voix très grave pourra surprendre pour le choix de ce personnage, mais après tout, il s'agit tout de même du bourrin du groupe de l'ancienne coterie de héros, donc ce n'est pas si étonnant. On retrouve donc Maître Avan en cuisine, et il semble s'être perdu dans un épisode de Princesse Sarah, au vu du design des jeunes femmes qui l'accompagnent. Quelques détails ont été changés par rapport aux planches d'origine. Ainsi, le regard du héros était parfois caché par ses lunettes, ce qui a été supprimé ici. De plus, une des jeunes filles était blonde à la base et devient brune ici. On garde le principal, à savoir la gentillesse du futur précepteur. Roka ne comprend pas pourquoi Avan a été recruté en tant que chevalier, et lui fait la morale. Dans le manga, il est souvent accompagné par des effets de vitesse autour de lui, alors que son corps est immobile, afin de marquer sa fougue et sa détermination. Ce trait de caractère était bien adapté, et on sent que Roka a le sens du devoir. Un des échanges a toutefois été modifié. À la base, Avan indiquait que son frère d'armes devait se marier, et qu'une femme pourra prendre soin de lui. Ici, il lui dit qu'il finira peut-être père d'un adorable bambin. On retrouve bien la malice dans le visage d'Avan, qui reprend bien les intentions de base. Quant à Roka, il rétorque que si ça lui arrive, il jure de courir nu à travers tout le royaume. On se demande bien s'il a tenu parole, le bougre. Durant ce temps, la princesse reçoit un message de l'armée du mal par l'intermédiaire de son miroir, comme ce fut le cas pour annoncer l'exécution de Crocodile et Yunkel.
Dans les planches de base, on pouvait voir Avan en train de traduire le message marqué en lettres de sang en reflet sur ses lunettes. Ce passage n'a pas été repris, mais lorsqu'il se retourne, les verres de ses lunettes cachent ses yeux, ce qui est une des caractéristiques graphiques iconiques du personnage. La nuit tombe et le château est en alerte, mais Avan est encore absent, il a préféré partir en forêt, laissant une nouvelle fois Roka complètement furieux. On peut voir le maître avec un filet à papillon complètement relax, et dans le manga c'est encore plus marqué puisqu'on le voyait chantonner. Adlar débarque à travers une sphère de téléportation violette, reprenant les effets d'électricité présents à l'origine, et il utilise des tubes magiques pour faire apparaître des monstres. À ce sujet, on peut voir que les couleurs sont fidèles, puisqu'ils sont de couleur noire, ce qui correspond aux tubes utilisés par l'armée du mal. On avait déjà pu les voir dans l'épisode 2 avec Baron, ou encore dans le 8ème lorsque Zaboera en avait donné un Crocodile. Les monstres envahissent le terrain avec les plus représentatifs de la licence Dragon Quest, comme le golem, ou bien évidemment le dragon vert. Quelques modifications ont été apportées. Ainsi, une des réactions tragiques mais hilarantes d'un soldat était supprimée, durant laquelle il hurlait la mort venait. La scène a largement été censurée. Ainsi, lorsque le dragon d'Adlar pénètre dans le château, des soldats étaient tués sur le coup avec un déluge d'hémoglobine. Le faciès démoniaque d'Adlar est toutefois magnifiquement retranscrit, avec un des plus beaux plans de l'épisode. Une poussière violette apparaît alors mystérieusement dans le ciel, et semble rendre enragés les monstres. Bien que ce changement d'état était présent à l'origine, ce plan sur cette poussière est un ajout de l'animé. Avan débarque à ce moment-là tout sourire, reprenant fidèlement sa nonchalance. Dans l'œuvre d'origine, un fond particulier était appliqué quand il faisait un clin d'œil au dieu du mal, et il se permettait même de chantonner. L'épisode nous offre alors sa plus grande surprise, l'utilisation d'un prototype du pistolet magique qui explose tandis qu'Avan l'utilise pour enrager le dragon vert. Et oui, la poussière violette venait de cette arme, mais cela est différent par rapport au manga. A la base, Avan ne faisait qu'utiliser de la poudre de papillon emballée dans du tissu. C'est une excellente idée de la part de l'équipe de nous montrer les premiers modèles des inventions d'Avan. Toutefois, le voir avec une arme en visant un ennemi pourra déconcerter certaines personnes, étant donné que cela tranche avec l'image que l'on pouvait se faire du personnage. En tout cas, ça va servir de même, sans aucun doute. Avan est fier de sa prestation, et Roka comprend pourquoi il était parti si prestement dans la forêt. Dans les planches d'origine, l'attitude d'Avan était encore plus légère en utilisant le signe de la victoire. Adlar est obligé d'assommer son dragon, et on peut voir à quel point il était déjà puissant, puisqu'il ne lui a suffi que d'un seul coup. Avan déploie son aura, et on peut dire que l'équipe a mis le paquet pour le côté Dragon Ball Z, puisque l'effet graphique n'était pas aussi appuyé à la base. Son regard change alors, et même la modification de son attitude est visible. Le changement de regard était tout de même plus marqué dans le manga. Flora se rappelle de cette expression de visage, tandis qu'elle se remémore quand Avan l'avait sauvée il y a 3 ans de cela. Comme à son habitude, le flashback était incroyablement bien introduit dans la planche de base, en utilisant un fond illustrant un retour vers le passé. Bien qu'elle lui ait demandé de faire partie de son armée de chevaliers, la reine sait qu'Avan est comme Broly. En effet, le jeune homme se retient. Il a contenu sa force pour ne pas s'exhiber. Le combat débute enfin, et le visage d'Adlar ainsi que les magies d'Avan sont de toute beauté. Les planches étaient tout aussi superbes, avec des effets de lumière très convaincants. Nous sommes gratifiés d'un plan sur le visage du héros, qui n'a plus rien à voir avec le personnage qu'il était il y a quelques secondes de cela. La qualité de l'animation subit toutefois une baisse de régime visible, notamment lors de l'enchaînement de Mera d'Adlar et le coup de biais d'Avan en guise de contre-attaque. D'ailleurs, à la base Adlar était projeté contre un mur, et non contre son dragon. Malgré l'utilisation d'un Merazoma, Adlar reste invaincu et prépare un Yonazun. Dommage qu'un son en particulier n'ait pas été apporté à l'adaptation de la planche de base, car le roi du mal y avait vraiment le visage d'un psychopathe, et les effets d'ombre étaient très travaillés. Avan ne peut pas esquiver car la reine serait touchée, mais heureusement, Roka profite de ce moment pour trancher la main d'Adlar. Comme cela avait déjà été le cas avec Vern, la scène est légèrement censurée, étant donné que dans le manga on pouvait voir l'intérieur du membre et que le sang giclait abondamment. Notre héros en profite pour en finir avec Adlar, avec un prototype de ce que deviendra l'Avan Strash. La pose est plutôt correcte, mais il est toutefois assez dommage de ne pas avoir davantage repris la direction de base, où plusieurs cases développaient l'exécution du mouvement d'Avan. Cette critique s'applique aussi sur le plan portant sur le visage halluciné d'Adlar, qui aurait pu être repris pour donner plus de dynamisme à la scène. On pinaille, mais ceci étant dit, la sensation de puissance est importante, et la scène est réussie dans l'ensemble, donc c'est du bon travail. Pourtant, Adlar n'est pas encore mort, car sa main serait en poussière s'il avait été vaincu.
le roi du mal utilise alors sa bague connectée et la puissance de la 5G maléfique pour s'adresser directement à Havan et lui faire part de son insignifiance. L'épisode reprend alors un plan très esthétique du héros regardant le château au loin. Évidemment, c'est un écho direct à l'imaginaire des premiers Dragon Quest, et on peut dire que c'est de toute beauté. L'équipe d'animation a décidé d'insérer à ce moment-là l'échange entre Flora et Havan, ainsi que la présence du talisman de Karl. Comme nous l'avions indiqué dans la review précédente, cet objet légendaire n'avait pas été montré dans la première version du flashback, et c'est une très bonne idée de l'avoir mis ici. L'écriture du scénariste Riku Sanjo est un travail d'orfèvre, et rien n'est fait au hasard dans son scénario. Mais on n'en dira pas plus. On pourra toutefois s'étonner de la distance entre Havan et Flora dans ce plan, alors qu'ils étaient bien plus rapprochés dans la planche de base, ce qui semblait plus pertinent en vue de leur relation. Havan reprend sa route avec Roka, vêtu à présent de l'équipement de la classe guerrier de Dragon Quest III, en particulier ce casque à plumes si iconique de la licence. Les deux frères d'armes partent à l'aventure avec un plan reprenant à l'identique la planche d'origine, tandis que Flora les regarde plein d'espoir. Ce passage avec la princesse n'était d'ailleurs pas présent à la base, et c'est une très bonne idée de l'avoir inclus. L'épisode se termine avec un gros moment de fan service, tandis qu'Havan utilise sa technique signature. Sa légende peut commencer. On se demandait bien quand cet épisode allait être introduit dans la trame principale, et l'équipe a trouvé le moment parfait suite à la présentation du dernier pendentif d'Havan par Flora. Alors que ce chapitre spécial était placé à un moment assez aléatoire, que cela soit dans l'édition spéciale du Shonen Jump ou dans les tomes reliés, son placement ici prend tout son sens et permet de fluidifier le récit. L'équipe d'animation avait probablement prévu son coup depuis longtemps à l'avance, et c'est une excellente idée de l'avoir mis ici. Pourtant, tout est loin d'être parfait. La première partie de l'épisode se démarque par de nombreux plans fixes, qui donnent la sensation d'une production assez faiblarde, et certaines animations ne sont pas non plus très reluisantes. L'épisode nous permet toutefois de profiter de plusieurs plans magnifiques, avec un Adlar dans la force de l'âge et un Havan aussi déconcertant qu'attachant. Les changements de regard dans les yeux du héros sont ainsi très bien retranscrits, et on peut sentir la dualité entre ces différentes personnalités. La star de l'épisode sera évidemment le prototype du pistolet magique qui n'apparaissait pas dans le manga, et qui ne pouvait être que placé durant ce flashback. C'est une très bonne idée d'ajout qui permet de donner de la cohérence et du lien aux différentes époques. Bien que le plan d'Havan tenant une arme à bout portant puisse trancher avec l'image légère du personnage, c'est au final assez cohérent et les fans de la licence pourront allègrement s'en servir comme même. En conclusion, même s'il ne restera probablement pas dans les mémoires, l'épisode est très sympathique et propose un résultat très satisfaisant au vu du matériel d'origine. Et vous, qu'en avez-vous pensé? Cette 61e review est désormais terminée, nous espérons que vous l'avez appréciée. Si vous aimez nos vidéos et que vous voulez nous aider dans notre grande aventure, vous savez ce qu'il vous reste à faire pour nous donner le courage de continuer. Vous pouvez également nous suivre sur nos réseaux sociaux respectifs, ainsi que de nous rejoindre sur notre Discord, dont les liens sont évidemment en description. Allez, prenez soin de vous chers disciples d'Havan, et à la semaine prochaine.